Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animedia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain alias Phlegmatique et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, Wouf Wouf, Miaou Miaou et Daddy Issues. Wouf wouf, la famille. Aujourd'hui, retour à l'actualité cinématographique, ça faisait longtemps, avec un film familial, je mets des guillemets, vous allez comprendre, qui sort pile pour les vacances de Pâques. La première grosse sortie DreamWorks Animation de cette année 2025, Dogman de Peter Hastings. Un film qui n'a rien à voir avec le Dogman de Luc Besson sorti en 2023 ou le Dogman de Matteo Garrone sorti en 2018. À un moment les gars, je sais pas, trouver des autres noms de films, non ? S'il s'agit de votre premier épisode d'Animedia, et il y a des chances que ce le soit, puisque j'ai reçu pas mal de nouveaux followers via Blue Sky notamment cette semaine, alors bienvenue à tous déjà. Et ensuite, je vais vous rappeler la structure classique d'un épisode d'Animedia. Je commencerai par une partie critique pour vous donner mon avis sur le film. Ensuite, j'élargirai avec la partie contexte où on va revenir plus en détail notamment sur le destin du studio d'animation de Dogman, à savoir Jellyfish Pictures. On se posera la question ensuite, mais c'est pour qui Dogman ? Et enfin, on lui décernera une note pour le replacer dans le grand classement Letterboxd du cinéma d'animation. Alors d'habitude, si vous êtes un auditeur régulier, vous le savez, dans Animedia, on spoil. Mais là, l'épisode sortant le jour de la sortie du film, je vais bien sûr me garder cette fois-ci de vous divulgacher. Allez, en voiture et n'oubliez pas de mettre le gyrophare. Quand les rues sont prises en otage. Une bombe! Greg le chien, envoie la sirène! Les deux meilleurs flics de la ville doivent s'unir. Le vert ou le rouge? Vert. Au fait, les chiens sont pas daltoniens? Et se battre en ne faisant qu'un. Et si on cousait la tête du chien sur le corps du policier? Excellente idée! Dogman! Ce super flic se fait des amis, résout des crimes et joue même du piano pour les personnes âgées. Y'en a marre de Dogman, il est temps d'arrêter ce super flic! Il ne va pas mettre en péril mon plan diabolique pour détruire tous les bons samaritains. Comment un chat peut-il être aussi méchant? Tu vas vite le savoir! Lorsqu'un policier et son fidèle compagnon de la brigade canine sont tous les deux blessés au cours d'une mission, une opération chirurgicale aussi insensée que miraculeuse les lie à jamais et donne naissance à celui qu'on appellera désormais Dogman. Sous cette nouvelle identité, il cherche à impressionner son supérieur en mettant fin aux exactions du chat tristement célèbre Mon Petit, ou Pity en VO. Jamais à court de mauvaises idées, le félin n'a récemment rien trouvé de mieux que de se cloner lui-même afin de doubler sa malveillance. Mais la situation se corse encore quand Petit Mon Petit, son tout jeune clone, tombe entre les griffes d'un nouvel ennemi commun. Dogman est sorti aux États-Unis le 31 janvier 2025 et en France le 9 avril 2025. Il est écrit et réalisé par Peter Hastings, basé sur la série de livres pour enfants éponyme, écrit par Dave Pilkey. D'ailleurs, la différence entre les deux dates de sortie est telle qu'il est déjà arrivé en VOD le 18 février aux États-Unis et en DVD Blu-ray le 1er avril, donc avant même la sortie française. Autrement dire qu'il est déjà dispo anti-piac chez vos sites préférés depuis un bail. Pourquoi ne pas l'avoir sorti chez nous avant, par exemple pour les vacances de février, quitte à ce que ce soit une case familiale? Je ne sais pas, mais toujours est-il que là, il y a un bon moment de décalage entre les deux. Au casting VO, on retrouve notamment Pete Davidson, Lil Ray Howery, Isla Fisher, Ricky Gervais et Peter Hastings qui double Dogman qui fait les bruitages du chien. Le casting VF est pas dégueu puisqu'on a Danny Boone, José Garcia, Jean-Marc Barr, Guillaume Canet ou encore Marion Cotillard. Ouais, quand même, excusez du peu. Le film est produit par DreamWorks Animation, distribué par Universal Pictures.
Et puisqu'il est déjà sorti il y a plus de 2 mois aux États-Unis, pour un budget de 40 millions de dollars, il a déjà rapporté 134 millions à travers le monde. Pour attaquer cette partie critique, on va revenir aux bases d'Animedia en attaquant par la partie visuelle. Et je vais pas y aller par 4 chemins, le film est magnifique. Pourquoi ? Parce que de base, on dirait une animation en 3D classique, mais justement, ça change de ce qu'a l'habitude de faire le studio, et ça aussi on va y revenir, parce que depuis quelques années, DreamWorks ne cesse de nous surprendre à ce niveau-là. Là, on a une animation en 3D, légèrement saccadée, qui peut donner l'impression du stop motion, je pense que c'est le but recherché, qui essaye de nous faire croire que c'est de la stop motion, mais non, on est bien sur de l'animation en 3D par ordinateur. Le rendu, il est fou, je trouve, il y a des designs hyper simplifiés, façon livre pour enfants, puisque je l'ai dit en introduction, le film est tiré de livres pour enfants et on retrouve cette esthétique-là. Il y a des gros logos sur les vêtements des personnages pour représenter les policiers, le maire de la ville, la journaliste, les pompiers, etc. L'idée, c'est que les personnages soient très très rapidement identifiables et qu'ils soient surtout représentés par leur fonction ou par leur métier. Donc en ça respecte l'idée qu'on se fait d'un livre pour enfants traditionnel, mais l'idée, c'est un peu de le détourner, puisque derrière tout ça, on a un aspect comics. Je pense que c'est vraiment de ça qu'on peut rapprocher Dogman. C'est un film d'animation qui reprend vraiment l'esthétique comics avec des onomatopées, des mots qui interviennent à l'écran. C'est difficile à décrire parce que rarement une idée apparaît 2 fois, voire chaque idée est unique, avec un film qui se renouvelle constamment et qui ressemble surtout à aucun autre. Ça, c'est hyper important de le noter. C'est le cas depuis pas mal de temps avec les films DreamWorks. Grosso modo, depuis les Bad Guys, en fait, en 2022, on a eu un enchaînement avec notamment le Chapeauté 2, le Robot Sauvage. Alors, entre-temps, on a aussi eu des trucs beaucoup plus consensuels comme Ruby, l'ado Kraken ou ce genre de choses, mais on sent que, par moment, on essaye vraiment, chez DreamWorks, de distinguer ces films, de leur donner une esthétique vraiment particulière, avec quand même une carte blanche qui est donnée à des auteurs. Là, en l'occurrence, c'est Peter Hastings, qui n'avait fait aucun long métrage jusque-là. Pour vous donner rapidement son CV, il a réalisé sur Netflix un spin-off à Capitaine Super Slip, qui a l'air d'être un univers parallèle que je connais pas très bien, mais qui est aussi adapté des livres pour enfants de Dav Pilkey. Donc il y a tout un univers vraiment assez riche là-dedans. Et lui, il avait réalisé un épisode de Noël qui s'appelait Mega Blissmas. J'ai même pas réussi à trouver la traduction française de ça, mais globalement, voilà, c'est quelqu'un qui débute à la réalisation d'un long métrage d'animation, alors que ce n'est pas du tout un genou dans le monde de l'animation, puisqu'il a déjà 65 ans. Mais autant vous dire que voilà, il en avait gardé sous le coude, puisque Dogman, ça pullule d'idées dans tous les sens. Déjà, rien que graphiquement, c'est hyper plaisant, comme je l'ai dit. Et rien que pour ça, presque, ça vaudrait le coup d'aller le voir. Mais il y a quelque chose qui donne une force supplémentaire au film. C'est son rythme qui est complètement dingue. Au point d'être à la fois un point positif et un point négatif, parce que ça s'arrête pas, ça s'arrête jamais. Dès le début, le film nous prend, nous secoue. On a l'impression d'une intro qui est interminable. Ça me fait penser, toute proportion gardée quand même, à Mad Max Fury Road, dans le sens où à chaque fois qu'on pense que c'est terminé, non, on nous en rajoute une couche supplémentaire. On a évidemment ce qui est cité dans le synopsis, ce qu'on voit dans la bande-annonce, à savoir l'accident originel qui donne la naissance de Dogman, à savoir la fusion complètement absurde. Et c'est là où on revient aussi au côté comic books entre un humain et un chien. Et ensuite, on a cette série d'interventions, ce jeu du chat et de la souris, ou plutôt du chien et du chat, entre Dogman et Petey. Je vais l'appeler Petey, puisque j'ai vu le film en VO. Et j'imagine que c'est comme ça que les Anglais appellent les chats. Petey, Petey, Petey. Quelque chose comme ça, je ne sais pas. Venez me dire en commentaire. Mais ouais, ça n'arrête pas. On a un montage vraiment hyper cut, hyper dynamique, voire parfois un petit peu trop, dans le sens où Dogman, c'est un chien. Il a un comportement de chien, il est complètement fou, il arrête jamais. On lui balance une balle, il la ramène 1 fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, il y a aussi un comique de répétition hyper poussé dans le film. Si ça vous parle, personnellement, c'est mon truc, donc j'adore, mais faut quand même être assez réceptif à ça. Le chef de la police, il est quand même hyper autoritaire, il crie pas mal. On est sur un film qui est pas loin d'être un film qui crie, ce qui est dans ma bouche pas un compliment, c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup en temps normal, voire pas très loin d'être hystérique, ce qui est pas forcément toujours évident à supporter. Le film dure que 1h30, 90 minutes bien tassées, et heureusement, parce que vraiment, une fois qu'on est sorti de ça, mais on a l'impression d'être passé dans une lessiveuse à 1400 tours avec supplément essorage, on en sort
à rincer, tout simplement. Parce que d'ailleurs, j'ai parlé de Dogman, mais P.T., l'antagoniste principal, il tient pas en place non plus, il invente constamment des nouvelles machines, il se fait arrêter, il sort de prison, et ça, on l'a une fois, 2 fois, 3 fois, il construit une nouvelle machine, il se fait arrêter, il sort de prison, voilà, ça c'est le vraiment déroulé du début du film, je vous l'ai dit, je vais pas spoiler, je vais pas aller plus loin, et ce que je trouve quand même assez drôle, il y a un élément qui symbolise tout ça, c'est le robot qui s'appelle 80, donc pour 80 HD, ce qui donne quelque chose de très très proche de ADHD, donc ADHD, qui est le terme anglais pour le sigle TDAH, qui en français se traduit par trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors je sais pas du tout comment ils ont traduit ça en français, ça me semble être une blague un peu poussée, donc je vois pas trop comment ils ont pu traduire ça de manière satisfaisante, mais en tout cas ici c'est très très clair, il y a une hyperactivité du film, de ces personnages, dans tous les sens, en tout cas au début, et ça bon je reviens quand même un petit peu sur le positif, au moins on est dedans direct, c'est un film qui prend pas de gants, qui nous plonge, je l'ai dit, qui nous prend, qui nous secoue et qui nous dit voilà, ça c'est mon film, prends-le, fais avec, deal with it. Et puis, si vous tenez à la première demi-heure, déjà, voilà, vous êtes devant, vous savez qu'a priori, le film va vous parler. Le doublage, forcément, il est à l'avenant. Alors, en tout cas en VO, je ne peux pas parler pour la VF, je ne l'ai pas vu en VF, mais en tout cas en VO, voilà, tout le monde est en surjeu. J'adore Ricky Gervais, qui est l'équivalent de Michael Scott, si vous voulez, pour The Office, la version anglaise originelle, avant la version américaine, qui joue le rôle d'un personnage là que je peux pas citer, parce qu'il apparaît pas dans la bande-annonce, mais alors il a un accent anglais à couper au couteau génial, il cabotine, il y va à 3000 turbo%, c'est assez exceptionnel, et tout le monde est un petit peu comme ça dans le film. D'ailleurs même on sent que voilà, Peter Hastings, dans le doublage du chien, lui c'est pareil, il y va à 4000. Ça c'est hyper positif, on sent que vraiment tout le monde a pris beaucoup de plaisir sur ce film, et c'est important. Autre très bon point, pour Dogman, sa bande-annonce ne dit presque rien de ce qu'il est vraiment, et d'ailleurs je vous ai coupé un bout, même une bonne partie du synopsis officiel, parce que justement, il en dévoile beaucoup plus sur l'intrigue que la bande-annonce, voire trop, dans le sens où il y a vraiment le milieu, carrément la fin du film qui se retrouve dans le synopsis, donc laissez ça de côté si vous voulez vous faire surprendre, parce que le film joue beaucoup là-dessus et l'intérêt du film repose, je trouve, en bonne partie là-dessus. Au début, ça désarçonne complètement, on s'attend pas du tout à ça, on se demande même pendant un temps où est-ce que le film va, on a l'impression qu'on n'a pas ce pourquoi on était venu justement. On passe d'un sujet à l'autre. Le rythme, à ce moment-là, est quand même un petit peu compliqué. Je l'ai dit, ça va très très vite au début. Et puis, on n'évite pas complètement le ventre mou un peu traditionnel de ce genre de film à peu près au milieu. Et puis, dans le dernier tiers, le film retombe sur ses papates, vous l'avez, et conclut plutôt habilement, je trouve, sur ce qui est son vrai sujet principal, à savoir la famille. Et en l'occurrence, la famille recomposée, la conception de la famille moderne telle qu'on l'entend plutôt aujourd'hui, et pas la famille traditionnelle à tendance américaine qu'on nous sert depuis des décennies et des décennies, on l'a suffisamment vu. Là, il y a un vrai discours hyper intéressant là-dessus. En clair, pour résumer, si vous voulez, Dogman, c'est Daddy Issues, le film. Dogman, lui, il n'a pas de père en soi, on n'a pas papa Dogman, on n'a pas papa chien, si vous voulez, mais il est quand même partagé au début entre ce qu'on peut considérer comme 2 figures paternelles, à la fois son maître, alors qu'on voit, vous l'avez compris, juste au début, mais quand même, c'est une figure assez importante dans le film, puisqu'il va devoir faire son deuil à ce niveau-là, et le chef de la police, qui, en plus d'être son supérieur, ressemble quand même à ce qu'il lui reste de figure paternelle, et lui, il va devoir trouver comment se réaliser tout seul, comment finalement fonder sa propre famille indépendamment de ça, mais surtout, ce qui finit par prendre de plus en plus de place là où on s'y attend pas du tout, c'est l'histoire familiale de P.T. qui est vraiment au cœur du film. Alors je l'ai dit, il crée un clone qui va en fait être un mini lui, si vous voulez, qui va le représenter lui, mais enfant. Donc il va devoir tout d'un coup se retrouver dans une position de père qu'il n'a pas du tout envie d'assumer, il ne sait pas du tout comment faire ça, il le considère même pas du tout comme un enfant, et en même temps il va devoir gérer sa propre relation à son propre père, qui est évidemment très très problématique. Le père débarque au milieu du film, forcément P.T. le vit pas très très bien. Là encore, évidemment, je vous dévoile pas comment ça va se terminer, mais malgré ça, malgré ces traumatismes d'enfance, du passé, on va avoir dans le film la recréation d'une cellule familiale, au départ quand même carrément dysfonctionnelle, mais qui va trouver petit à petit son équilibre.
J'essaye très fort de pas trop vous en dire parce que pour moi c'est clairement l'une des plus belles surprises du film. C'est complètement inattendu je trouve de la part d'un film d'animation pour enfants, je remets des guillemets, on en reparlera dans la partie c'est pour qui, de tenir ce discours-là. Et même si je peux glisser quand même quelque chose, je ne serais pas surpris que le film soit rapidement récupéré par la communauté LGBT. Quand je dis récupéré, c'est pas du tout péjoratif, hein. Au contraire, je pense que c'est vraiment un film qui va chercher du côté de ces thématiques-là, sans jamais le mettre en avant, sans jamais pousser, mais c'est hyper malin et, je leur dis, hyper inattendu. Voilà, j'ai pas envie d'en dire forcément beaucoup plus, c'est pour moi les deux aspects du film qui méritent vraiment de s'y intéresser, à la fois son côté visuel, hyper original, dynamique, son rythme et ses thématiques qui font que c'est un film que je vous recommande complètement d'aller voir avec assez peu d'infos, vraiment prémunissez-vous de ça. Vous pouvez voir la bande-annonce parce que comme je l'ai dit, elle a le bon goût de s'arrêter assez tôt dans la structure du film. Alors Dogman, c'est pas un film que je reverrai tous les jours non plus, hein, parce que sinon c'est l'embolie cérébrale assurée, et parce que j'ai pas du tout assez d'énergie pour ça dernièrement, mais c'est un film qui a un très très gros capital sympathie, et en ce printemps assez vide en ce qui concerne les sorties d'animation au cinéma, c'est hyper réjouissant d'avoir ça. Dogman, écoute-moi. Tu es le seul à pouvoir l'arrêter, grâce à ta maîtrise du kung-fu et ton courage canin, et le reste, y a pas de temps à perdre. Fiche le camp. Ça suffit. Tu vas t'en aller, oui. Va arrêter, mon petit. Et tant pis si on doit faire un montage. Accroche-toi. Dogman, je te demande qu'une seule chose. Garde bien les yeux fixés sur ces écrans. Si quelqu'un sort ton jouet préféré et l'agite dans tous les sens, toi, tu regardes les écrans. Et si quelqu'un débarque avec un écureuil gris trop mignon, toi, tu regardes les écrans. Arrête, stop, pas le visage. Non, pourquoi faut toujours que tu lèches l'intérieur de ma bouche? Bon alors désolé parce que pour la partie contexte, on va casser un petit peu l'ambiance pour parler de la fermeture de Jellyfish Pictures, le studio britannique qui s'est chargé de l'animation de Dogman. Ça a commencé par une première annonce mi-mars, donc un mois et demi à peu près après la sortie du film, que le studio allait suspendre ses opérations avant d'annoncer sa fermeture définitive 10 jours plus tard, le 24 mars. C'est un studio d'animation et d'effets visuels, Jellyfish Pictures, qui avait travaillé notamment sur Spirit l'Indomptable, un film d'animation sorti en 2021, et en partie sur Les Bad Guys, Baby Boss 2, et sur la série Le Roi Loup qui vient de sortir sur Netflix. Comme c'est un studio aussi d'effets visuels, ils avaient travaillé pour le live pour les séries Black Mirror, Le Livre de Boba Fett, Gangs of London et Watchmen, mais aussi au cinéma pour Asteroid City et Solo notamment. Dans un communiqué, l'entreprise cause, je cite, l'impact sur le long terme du Covid, couplé à des coûts de plus en plus importants et les retombées de la grève des scénaristes et acteurs hollywoodiens qui avait eu lieu au printemps-été 2023. Le cofondateur du studio, Phil Dobry, a été un petit peu plus vocal sur LinkedIn. Lui, il parle, je cite, d'un manque de soutien et de régulation de la part de l'industrie, de forces inarrêtables du marché qui ont conduit à un nivellement par le bas et de la guerre des contenus que se livrent les plateformes, les différents studios. Forcément, au milieu de tout ça, Jellyfish, c'était une structure relativement petite puisque 69 personnes sont concernées par cette fermeture. Le studio avait été fondé quand même en 2001 à Londres. C'est un studio qui avait plus de 20 ans d'existence. Il y avait des studios au Royaume-Uni et à Mumbai en Inde. Autant de personnes donc qui se retrouvent au chômage et dans un contexte un petit peu compliqué, plus que compliqué même pour le monde des effets visuels et de l'animation, puisque pour parler un petit peu business, ça vient après une série d'annonces concernant là encore des difficultés chez Technicolor Group. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est une entreprise française qui a plusieurs divisions. C'est un grand groupe qui embauche entre 4500 et 6000 personnes. De ce que j'ai vu, personne n'a l'air de savoir exactement combien de personnes sont concernées. C'est vous dire quand même la taille de l'entreprise. Et ils ont à la fois des divisions dans les effets visuels, l'animation, même le jeu vidéo, avec des studios répartis entre la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Inde et dans d'autres pays du monde encore.
Technicolor. Pour ce qui nous concerne plus particulièrement, Technicolor Group hébergeait Micros Animation, qui a travaillé notamment sur La Nuit d'Orion ou le dernier film Tortue Ninja, Ninja Turtle Teenage Years, qui était d'ailleurs très bon et hyper chouette visuellement, qui rappelait d'ailleurs en grande partie Dogman. Je trouve il y a des vrais ponts entre les deux, alors que Jellyfish et Micros n'ont pas grand-chose à voir. Micros appartenait à Technicolor et a été racheté depuis, c'est la petite bonne nouvelle, on va dire, par Rodeo FX, donc un autre studio d'effets visuels. Ça, c'est pour finir un petit peu sur une bonne note, mais il n'en reste pas moins qu'actuellement, le marché, il est hyper instable, indépendamment d'ailleurs des succès des projets, puisque Dogman, je l'ai dit, sans être un carton intersidéral au box-office, il est largement bénéficiaire, et ce alors qu'il n'est sorti qu'aux États-Unis et au Canada. Il n'a pas encore d'exploitation internationale. Bien sûr, c'est le genre de film qui va faire le gros de son exploitation sur son marché domestique, mais quand même, pour ce qui est de Jellyfish, on peut supposer que ce genre de structure moyenne qui n'est pas capable de absorber énormément de projets en même temps, c'était les mots d'ailleurs du cofondateur du studio qui disait qu'il choisissait avant tout des projets qui leur tenaient à cœur. Dans un moment où on en demande toujours plus aux studios d'animation et d'effets visuels, forcément ça devenait assez intenable pour eux, avec en plus de la concurrence venue de différents pays qui coûtent nettement moins cher que le Royaume-Uni. On souhaite bonne chance bien sûr à tous les anciens employés de Jellyfish Pictures, d'autant que, voilà, je le dis, je le répète, ils ont fait un super boulot sur Dogman, donc pour les soutenir, même s'ils ne vont pas en bénéficier directement, n'hésitez pas à aller voir le film. Il y a un vrai savoir-faire dans le monde de l'animation et on n'aimerait pas que ça se perde, que ce soit au hasard remplacé par des robots qui nous font ça à la chaîne avec aucune créativité. D'autant que tout ça est hyper paradoxal, il y a plein de films d'animation de plus en plus ces dernières années qui cartonnent au box-office, qui battent des records. Et pour autant, pour les travailleurs du milieu, ça reste toujours aussi précaire. Il y a un vrai parallèle à faire avec le marché du jeu vidéo, si vous suivez ça un petit peu aussi, avec énormément de licenciements à la chaîne, même dans des grands groupes ces dernières années. Je ne sais pas vers où on va, évidemment, je n'ai pas de boule de cristal. J'espère que la situation va s'améliorer, mais faut être honnête, ça en prend pas vraiment le chemin. Il est maintenant l'heure de se poser la question rituelle de tout épisode d'Animedia, à savoir, c'est pour qui Dogman? Alors je comprends la logique de dire que c'est pour un jeune public. J'ai vu notamment à partir de 6 ans sur la page UGC par exemple, mais pour moi il se passe tellement de trucs à 1000 à l'heure et ça aborde l'air de rien, comme je l'ai dit, des thèmes tellement profonds que pour moi je le mettrais pas devant les yeux d'un enfant avant 9-10 ans. Alors vous allez me dire ça fait pas forcément une grande différence, mais je pense que si, je pense qu'il faut quand même être assez formé à ça, être capable d'encaisser ce genre de choses, vraiment je suis pas vraiment sûr qu'un enfant de 6 ans il ait la capacité requise pour rester fixé là-dedans. Ça peut être l'inverse, on va dire aujourd'hui qu'il faut que les enfants soient surstimulés et que ça pour le coup Dogman le fait très très bien dans son début, mais je suis pas sûr que vraiment tout le reste ils le saisissent complètement. Donc voilà, je mettrais pour des enfants un petit peu plus âgés. Et puis, j'ai envie de le conseiller aussi aux adultes fans de films d'action et fans de comic books d'une manière générale. Je pense que c'est vraiment la cible. Je connais pas Peter Hastings personnellement, mais à mon avis, c'est un gros geek, un gros amateur de ce genre de bouquins, de ce genre de comics. Il a mis tout ça là-dedans. Il a mis, je pense, beaucoup de lui là-dedans. Évidemment, il y a aussi l'adaptation des livres pour enfants, mais c'est combiné à une esthétique beaucoup plus moderne et dynamique. Et vraiment, pour le coup, j'ai pas forcément beaucoup appuyé dessus, mais les scènes d'action sont hyper dynamiques, hyper bien rythmées, hyper bien mises en scène aussi. Il y a une vraie réale d'action dans ce film, et ça, c'est pas toujours le cas pour un film d'animation. Et puis enfin, que vous soyez team chien ou team chat, vous y trouverez votre compte, puisque certes c'est Dogman qui est sur l'affiche, c'est censé être le personnage principal, mais vraiment l'affiche elle est partagée entre lui et Petey, avec même Lil Petey qui a vraiment son quart d'heure de gloire et ses moments de bravoure. C'est vraiment le film de la réconciliation entre team chien et team chat, et n'est-ce pas finalement ce qu'on demandait au monde? On en arrive à la note pour reclasser Dogman dans le grand classement Letterboxd d'Animedia. Allez me suivre d'ailleurs sur Letterboxd, j'y mets mes visionnages réguliers
particulier, parfois des petites critiques aussi, je vais décerner à Dogman la note de 3,5 sur 5, donc une plutôt bonne note quand même, hein. Ça s'en va pas non plus dans les très hauts du classement, mais c'est vraiment un très très bon divertissement, et là c'est vraiment très très solide. Pour les points positifs, eh bien, je vais revenir vite fait sur la qualité de l'animation, c'est sublime, on a une imitation de la stop motion qui donne, je trouve, un vrai cachet au film, c'est un petit peu saccadé à la manière, forcément on y repense, d'un Spider-Verse, mais avec une esthétique complètement différente pour le coup, qui donne plutôt du côté du carton-pâte, papier découpé. Enfin, il y a énormément d'influences, de styles différents dans ce film, et c'est très très réjouissant à voir. Plein d'idées visuelles, hyper frénétiques, bien rythmé, bien réalisé comme je l'ai dit. Un récit qui a différentes couches, qui nous emmène pas là où on pensait, avec un message très doux et très bienveillant sur la famille recomposée, qui va là encore en dehors des carcans traditionnels. Du côté des points négatifs, je l'ai dit, c'est tellement frénétique que ça en devient épuisant par moments. Ça crie un peu dans tous les sens, parfois on se sent un poil agressé quand même. Et puis quelques problèmes de rythme quand même, puisqu'on a un petit ventre mou au milieu. Et puis au premier visionnage, on va pas se mentir, on a quand même l'impression d'être un peu ballotté dans tous les sens, on sait pas trop où ça va. Je pense qu'il gagne justement à être vu une fois qu'on sait tout ça, mais on enlève en même temps l'effet de surprise. Pour le replacer au milieu des autres films, ça place Dogman derrière L'île aux chiens de Wes Anderson. Et d'ailleurs, je prends un petit peu d'avance sur le point calendrier qui va venir, mais il y a en ce moment une exposition Wes Anderson à la Cinémathèque française. Je n'y suis pas encore allé, mais j'ai prévu d'aller y faire un tour. Wes Anderson, c'est du cinéma live, mais c'est quand même 2 films d'animation en stop motion sublimes. L'île aux chiens, bien sûr, et Fantastic Mr. Fox, évidemment, avec quand même pas mal d'éléments tirés de ces films. Donc ça sent l'exposition vraiment à ne pas rater en ce moment si vous êtes à Paris ou si vous êtes même de passage et que vous aimez le cinéma. Je reviens à mon classement, ça remet Dogman au même niveau que Le Chapeauté, le premier. Parce qu'attention, le deuxième, on le sait, il est bien plus haut. Et devant Balto, Chien-Loup, Héros des Neiges ou encore Bolt, d'autres films avec des chiens, mais qui sont moins bien. Dogman passe au-dessus. Voilà pour cet épisode un petit peu plus court que d'habitude. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes plutôt de la team une demi-heure bien tassée ou si vous aimez quand ça dérive sur 1 heure et qu'on prend le temps de discuter. Forcément, on n'a pas ni le même recul et j'ai pas envie d'en dire autant sur un film qui vient tout juste de sortir ou qui pour vous n'est pas encore sorti et un film qui a 20, 30 ans et sur lequel il y a beaucoup plus de littérature et beaucoup plus à dire. J'espère quand même vous avoir donné envie d'aller voir Dogman. Moi, c'est vraiment un film que je recommande, je le redis, et qui dénote complètement dans cette année 2025, mais même d'une manière générale. Avant de se quitter complètement, un petit point sur le calendrier pour vous dire si jamais vous regardez également du côté des séries que la série Devil May Cry est sortie sur Netflix le 3 avril. 8 épisodes de 20-30 minutes. Forcément, ça me parle un petit peu personnellement. J'aime beaucoup le jeu vidéo. Alors, je suis pas un grand client de la série Devil May Cry en jeu vidéo. J'ai même joué à aucun jeu, en fait, je me rends compte. Mais là, le projet me plaît énormément. J'ai pas encore eu le temps de m'y plonger, mais c'est prévu pour la suite, d'autant que Sakamoto Days vient de se terminer pour ce qui est du premier arc. Le 6 avril, on a aussi eu sur Max l'arrivée, et ça, c'est un événement qui est passé relativement inaperçu, de Lazarus. Qu'est-ce que c'est Lazarus? C'est la nouvelle série, ni plus ni moins, de Shinichiro Watanabe, qui est le papa de Samurai Champloo et surtout de Cowboy Bebop, qui est la meilleure série d'animation japonaise de tous les temps, avec quand même un petit couac, et ça faut le noter. Pour l'instant, vous n'avez sur Max ou sur Canal+, si vous passez pas par Max directement, que la version française et la version anglaise. Pour la version japonaise, il va falloir attendre un petit peu. J'ai vu sur internet autour de 1 mois, on ne sait pas encore trop, c'est pour des questions de droit. Un lancement un petit peu qui capote, mais ça devrait rentrer dans l'ordre très bientôt. Puis vous avez le temps, pour l'instant il y a 1 épisode qui est sorti et 13 sont prévus au total. Je me suis gardé un petit peu de me renseigner là-dessus, j'ai envie d'avoir la surprise, mais on a l'air d'être sur de la SF à tendance urbaine autour d'une drogue qui menacerait de tuer tous ceux qui l'ont prise. Visuellement, ça ressemble à du Watanabe pur jus, ça me fait très très envie. Et enfin, et ça c'est un événement, j'en avais pas parlé dans l'épisode précédent puisque ça vient d'arriver chez nous, on a enfin une date de sortie en France pour Neudja 2. Merci Trinity Ciné Asia qui distribue le film chez nous, ça arrive le 23 avril 2025 en salle, donc un mercredi, donc pour ce qui a l'air d'être une exploitation classique et non pas juste comme c'est arrivé
arrivé dernièrement, une exploitation sur 2 jours à titre exceptionnel. La petite occasion manquée quand même, histoire de chipoter, c'est que personnellement j'aurais pensé que la sortie du 2 allait permettre d'avoir enfin le premier épisode en salle en France ou même distribué tout court en France. Pourquoi même pas une exploitation VOD ou DVD. Bon, ce n'est pas le cas, mais déjà on va avoir Neza 2, donc très très bientôt. Je le redis, le 23 avril 2025, vraiment, ne passez pas à côté de ça. Si jamais vous avez vécu dans une grotte depuis le début de l'année, Neja 2, c'est tout simplement le carton cosmique d'animation chinois qui a pulvérisé tous les records au box-office, qui a dépassé Vice Versa 2 et qui est maintenant bien installé dans le top 10 des plus gros succès de l'histoire du box-office mondial. Et on est des privilégiés, il faut se rendre compte, puisque certains territoires n'ont même pas eu de date de sortie ou de distribution à ce niveau-là. J'ai très hâte de découvrir ça en espérant qu'il reste en salle suffisamment longtemps. Voilà, pour cette fois, nous arrivons au bout de cet épisode 25. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez bien sûr ce podcast, les plateformes de votre choix, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict et bien sûr YouTube. Abonnez-vous, bien sûr, laissez-moi un pouce, des étoiles, partagez-le autour de vous, parlez-en à vos amis qui aiment le cinéma d'animation. C'est hyper important, bien sûr, pour faire connaître le podcast. Et d'ailleurs, j'aurais dû le dire avant, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Je serai présent pour la 2e année consécutive au Festival international du cinéma d'animation d'Annecy du 8 au 14 juin. Donc pour toute la période, je serai présent sur l'ensemble du festival. Et comme l'an dernier, je vous ferai un épisode par jour consacré au festival, à ce que j'ai vu, à ce que j'ai entendu, à ceux à qui j'ai pu parler, pour vous faire une immersion complète dans cette semaine pour amoureux du cinéma d'animation. J'ai hâte, j'ai tout réservé, j'ai mon accréditation, mon logement, mon train, tout est calé. Maintenant, il ne reste plus que la programmation. Le jury a été dévoilé aujourd'hui à l'heure où j'enregistre, le mardi 8 avril, et on attend encore les films à l'affiche. On espère du bon, on espère une sélection au moins aussi bonne que celle de l'an dernier. J'en termine pour vous dire maintenant de me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, Blue Sky notamment. On a passé la barre des 500 abonnés, merci beaucoup. On a envie d'être encore plus nombreux pour partager notre amour du cinéma d'animation sur Instagram et également sur TikTok. Je suis présent de temps en temps. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, si tout va bien, avec une invitée. D'ici là, portez-vous bien et ciao!